Bonjour à tous et bienvenue pour ce hors-série de l'émission Pronolive consacrée aux paris buteurs. En effet, ce type de pari très populaire suscite plus d'interrogations que n'importe quel autre. Il nous a donc paru essentiel de vous proposer une émission reprenant une grande majorité des questions que vous pouvez vous poser. Il existe déjà un article très complet sur le site pronosoft.com que nous vous invitons à consulter. Le lien sera mis dans la description. Mais évidemment, qui de mieux placé que Nadine pour nous parler de ces paris buteurs? Salut Nadine, comment vas-tu? Salut Raph, ça va, merci. J'espère que tout le monde va bien. Et effectivement, cette émission, on va parler du pari buteur. C'est un pari que j'apprécie tout particulièrement. Alors, on va voir, il y a de nombreuses spécificités et variantes. Et puis, je l'apprécie énormément de par ses cotes parce qu'on peut chercher de très, très grosses cotes avec ce pari. Et puis, il y a surtout des aspects réglementaires qui sont importants et à connaître pour ne pas se faire piéger. Bon, en tout cas, merci pour la construction de cette émission qui, je suis sûr, va éclairer la lanterne de bien des parieurs. Allez, c'est parti. On commence avec la première diapo. Donc, les paris buteurs, c'est un pari que tu apprécies particulièrement, Nadine. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait presque 10 ans maintenant que je joue sur ce pari depuis qu'il est disponible sur les bookmakers. Et depuis, je dirais 5, 6 ans, vraiment, il s'est vraiment popularisé. Il y a de nombreuses raisons à cela, on va les développer, mais comme je l'ai dit, j'aime bien les cotes qui sont proposées. Ça permet d'aller chercher parfois avec les doublés et les triplés, des fois des cotes avoisinant les 100 et de faire de très très gros coups. Et puis il y a quelque chose qui est aussi très très jouissif, je dirais, quand on regarde les matchs, c'est quand on voit le but, ben, on sait que son pari est en train de passer et va être bon. Donc ça, c'est assez excitant également. Bon, est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est ton pari préféré, clairement? Tout à fait, c'est exactement mon pari préféré. On peut le voir dans les émissions Prono Live que l'on fait de manière hebdomadaire sur cette chaîne. Je propose quasiment toujours des pronobooks sur les buteurs, même si je suis un peu moins réussite en ce moment. Mais comme pour tous les paris, il y a des phases et j'espère que ça ira mieux prochainement. Bon, merci. Tu vas nous parler donc de l'émergence du pari buteur, faire un petit peu la genèse donc de ce pari buteur. Oui, tout à fait. Donc, les bookmakers, historiquement, ben, ils proposaient du pari 1 et 2 hein, au tout début. C'était juste trouver quelle équipe allait s'imposer ou si allait avoir match nul. Il y a eu les under-over et les handicaps. C'est vraiment les trois paris principaux historiques des bookmakers. Après, ils ont développé plein de déclinaisons, mais ils se sont retrouvés un peu limités, je dirais, sur les résultats des équipes. Et ils ont attaqué le côté performance individuelle, donc des joueurs, puisque le pari buteur va porter uniquement sur une performance individuelle, donc il a une approche un peu différente. Vous pouvez passer un pari buteur alors que l'équipe dans laquelle il joue perd, donc c'est un peu contradictoire, mais ça peut arriver dans les paris buteurs. Donc c'est les performances individuelles qui sont mises en avant. C'est des choses qui se sont énormément popularisées ces derniers temps avec les émergences des statistiques qu'on appelle également data dans le jargon. Aujourd'hui, les joueurs, c'est surtout des stats et des data, des passes décisives, des possessions dans le camp adverse, un tas de stats qui font que le sport s'est un peu individualisé. Et aujourd'hui, il y a des joueurs qui deviennent très importants personnellement. Ils pèsent même plus de poids que leur propre club. Donc aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement aux joueurs plus qu'aux équipes, je dirais. Ok, merci. On va commencer donc par le début. Tu vas nous rappeler le principe du pari buteur, c'est-à-dire vraiment ce qu'il faut comprendre à la base. Bah, le pari buteur, c'est en fait assez simple à comprendre, hein. On va jouer sur un buteur, un joueur donc d'une des deux équipes d'un match de football, et l'objectif est qu'il marque un but. Alors ça a l'air assez simple comme ça, mais il y a déjà des particularités puisque le joueur doit marquer le but. Alors sauf mention spéciale, il doit marquer le but durant le temps réglementaire. Donc pour les matchs de championnat, c'est pas bien important comme précision, mais pour les matchs de coupe, de Champions League ou à élimination directe de toutes sortes, il peut y avoir des prolongations et tout but marqué en prolongation et encore a fortiori au tir au but ne sera pas pris en compte. Donc on parle ici des 90 minutes plus le temps additionnel. Il faut vraiment le préciser parce que c'est récurrent sur Mhm. notre contact Pronosoft, on reçoit plein de messages avec des buts marqués à la 92e qui sont censés ne pas compter pour certains, mais le temps réglementaire, c'est les 90 minutes plus le temps additionnel effectif, bien évidemment. Alors, il Bon, y a d'autres petites spécificités. Évidemment, si le joueur que vous avez choisi marque un but contre son camp, il ne sera pas comptabilisé.
Il faut que le but soit favorable à l'équipe dans laquelle il évolue. C'est une évidence, mais il faut la rappeler. Et puis également sur la liste des buteurs proposés, là on peut voir un petit exemple sur Marseille-Lyon. Donc on peut voir Aubameyang, Vitinha et Lacazette. En général, il y a une liste assez complète, mais pas forcément exhaustive des buteurs. Par exemple, les gardiens de but ne sont jamais cotés, en tout cas en France. Et puis, il peut y avoir des joueurs qui ont très peu de chances de jouer ou qui viennent d'être recrutés par un club qui ne sont pas proposés dans cette liste. Ok, merci. Alors, comment on peut expliquer, selon toi, les diverses raisons du succès de ce pari buteur qui vraiment a une bonne cote de popularité? Oui, une très très belle cote de popularité, on peut le voir sur les réseaux sociaux où les gens partagent leurs pronos également. Donc déjà, moi je vois la cote qui peut être très intéressante par rapport à un pari 1N2. Donc si vous voulez jouer les grosses équipes, c'est le Real Madrid, le Bayern de Munich ou le PSG. Les victoires sont en général à 1,10, 1,20, voire 1,30 au mieux à domicile. Alors que si vous prenez des joueurs de cette équipe qui vont marquer, Mbappé pour ne pas le citer au PSG, il va être à 1,70, voire même 1,80. Donc on voit déjà que la cote est bien plus intéressante que la victoire de son équipe. Et ce sont des top buteurs en général qui peuvent marquer quasiment à chaque match. Donc les cotes sont plus intéressantes et ça attire forcément les parieurs. Alors également un autre aspect très très important, je pense, en tout cas pour ma part et je pense pour les autres joueurs également, c'est ce côté instantanéité du pari. Hormis une revue du VAR de l'action de but, dès lors que le ballon franchit la ligne, vous savez que votre pari est en train d'être gagnant et est gagnant. Donc, vous allez toucher votre pari et vous êtes du coup protégé contre les éventuels remontadas de fin de match ou les coups du sort en fin de match. Toujours très, très désagréable dans les paris 1N2. Vous avez des fois des équipes qui mènent 2-0 et qui peuvent se prendre 2 buts coup sur coup en fin de match. Et ça, c'est très rageant. Il n'y a pas ce côté-là dans le pari buteur. Et puis, la popularisation également de ce pari, c'est lié donc au côté stat individuel dont on a parlé précédemment. Ok. Alors, au niveau de la stratégie que tu appliques, au niveau de tes choix des buteurs, qu'est-ce que tu peux nous dire, ta façon de faire et surtout quels conseils tu pourrais donner? Alors la stratégie, il y a pas mal de trucs et de points à prendre en compte. On va les développer. On en a retenu une douzaine. Enfin, j'en ai sélectionné une douzaine sur ce que j'ai pu voir, mais elle est pas forcément exhaustive. Je pense que c'est quand même incontournable. On va les voir. C'est aussi des points à prendre en compte quasiment pour tous les types de paris buteurs. Donc pas seulement le buteur sur le temps réglementaire, mais également ses déclinaisons, buteur mi-temps, buteur dans les deux mi-temps, auteur d'un doublé, etc. Donc, c'est des points à prendre en compte un peu dans tous les critères, dans tous les types de paris, pardon. Et voilà, donc si je vais solliciter également les membres, j'en profite, si vous avez vos propres critères ou si vous en préférez certains, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous et de voir ce que vous privilégiez pardon, dans vos choix de paris buteurs. Voilà, je vous rappelle aussi, hein, je vous l'ai dit en intro, dans la description, il y aura un lien qui sera mis d'un excellent article, évidemment, que Nadim a construit et qui est disponible sur le site www.pronosoft.com. Tu vas nous parler maintenant de 6 premiers critères de l'efficacité devant le but. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton point de vue là-dessus, d'ailleurs? Bon, alors celui-là, il est vraiment évident, je dirais, mais il faut choisir un joueur qui a le sens du but. Alors, comment savoir s'il a le sens du but? En regardant les matchs, mais aussi en regardant le côté stat historique sur les dernières saisons et l'historique récent du joueur. Est-ce que c'est un joueur qui est le meilleur buteur de son équipe? Quel est son nombre de buts absolus marqués cette saison, etc., etc. C'est un peu ça l'efficacité. Ça semble évident, mais il y a des fois des joueurs qui sont surcotés et d'autres sous-cotés. On peut le voir de par leur stat personnel. Donc, consultez la forme du buteur, combien de buts il a mis la saison précédente, la saison actuelle, sa tendance actuelle. La tendance qui peut être importante, hein, on voit il y a des joueurs qui déclinent en performance avec l'âge. Hein. Lewandowski, c'était un joueur qu'on pouvait prendre il y a 2-3 ans à tous les matchs les yeux fermés. Aujourd'hui, on hésite beaucoup plus à prendre le Polonais qui est en pré-retraite au Barça, par exemple. D'accord. Bon, on peut dire que ces critères, on imagine qu'il y en a sûrement d'autres, hein. Oui, donc ça c'est l'efficacité devant le but. Après, le deuxième dans l'ordre, c'est évidemment pour marquer des buts, il faut se retrouver en zone offensive. Donc de préférence choisir un attaquant ou un milieu offensif.
Évidemment, ça ne veut pas dire exclure les autres joueurs, les latéraux qui montent souvent parfois, par exemple, qui montent souvent, pardon, Achraf Hakimi au PSG et d'autres dans d'autres équipes comme Van Dijk sur les coups de pied arrêtés et les corners de Liverpool, ils se retrouvent souvent en position d'avant-centre pour essayer de finir et de mettre la balle au fond. Donc, privilégiez les attaquants, les offensifs ou les latéraux à vocation offensive dans vos choix, mais on va contrebalancer ceci avec le principe de value bet qu'on verra un peu plus tard. Ok. Mais je vois par exemple le tireur de coup franc. Est-ce que vaut mieux pas finalement choisir un but sur coup franc plutôt que le buteur lui-même qui va marquer sur coup franc? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que la Oui, tout cote à fait. ne va pas être plus intéressante dans ce cas-là? Alors effectivement, il faut toujours comparer. Donc ça, c'est un exercice à faire quand vous faites des paris sportifs, que ce soit pour les buteurs, même pour d'autres paris. Des fois, on peut regarder le score de 0-0 et moins de 0,5 buts dans le match qui sont complètement équivalents et qui n'ont pas parfois toujours la même cote. Donc effectivement, tireur de coup franc et tireur de penalty, ça peut être deux choix intéressants. Si le joueur est habile dans un des deux exercices, soit il est le tireur attitré de penalty, soit le tireur de coup franc attitré sur un côté, ça peut être intéressant de le choisir. Donc, au niveau tireur de penalty, je vais quand même apporter une précision, c'est qu'on n'a pas toujours la connaissance du tireur de penalty attitré. Il y a des équipes où c'est très compliqué de savoir qui va prendre le penalty. C'est le Napoli, par exemple. Il y a 4 joueurs qui se donnent le ballon en fonction de la situation. Je ne sais pas quelle est la consigne de l'entraîneur, mais on peut avoir Osimhen, Kvaratskhelia, Jelinski ou Politano. Donc, c'est des équipes où c'est difficile. Après, il y a d'autres équipes où c'est beaucoup plus clair. On se souvient du penalty gate au PSG entre Neymar et le PSG, et c'est finalement Neymar et Mbappé, pardon, et c'est finalement Mbappé qui a été officialisé. Ça tombe bien, il n'y a plus de Neymar à Paris, donc on sait que ce sera forcément Kylian qui va les tirer. Donc soit vous connaissez le tireur officiel de penalty et vous choisissez, soit vous avez un doute, vous pouvez estimer en probabilité les chances qu'il puisse tirer un penalty. Mais voilà, le tireur de penalty, c'est quand même un énorme plus dans vos choix parce que ça peut vraiment vous sauver la mise. Vous pouvez avoir un match sans de votre joueur et un penalty à la dernière minute qu'aura provoqué un autre joueur permet au joueur tireur officiel de penalty de transformer le penalty et donc de faire passer votre pari. Bon, même si Alors c'est un après, critère, encore deux derniers. Oui, pardon. ouais, même si c'est un critère, j'imagine que les bookmakers prennent en compte aussi, forcément dans la cote. Tout est pris en compte par les bookmakers, mais il faut toujours apporter certaines nuances puisqu'ils se basent aussi énormément sur des statistiques et sur ce que les joueurs vont jouer. On va un peu le développer également plus tard avec les value bets et puis certaines questions qu'on nous a posées. Mais effectivement, en général, le bookmaker prend tout en compte, dont les penalties, évidemment. Il y a deux derniers points sur ce slide. C'est titulaire indiscutable. Alors ça, c'est quand même très très important de prendre un titulaire, donc d'attendre les compositions officielles qui paraissent en général 1 heure avant le début du match. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de points réglementaires liés au fait que le joueur soit titulaire ou pas. Et en étant titulaire, on s'assure qu'il va jouer un minimum normalement de 60 minutes et idéalement 90 minutes, donc optimiser ses chances de marquer un but. Et donc lié au fait des titulaires, il y a le temps de jeu probable. Donc ça, c'est par rapport au moment où l'entraîneur va décider de sortir son joueur. Alors, il faut plutôt choisir des joueurs dans la force de l'âge, puisque après la trentaine, les joueurs sont plus susceptibles d'être remplacés en fin de match ou même dès la 60e minute, ou alors choisir des grands noms qui, on sait, sont indéboulonnables et ne sortiront jamais. Cristiano Ronaldo, même dans ces dernières années, n'a jamais été sorti avant le coup de sifflet final. Donc, choisir des joueurs où on est quasiment sûr qu'ils joueront l'intégralité du match. D'accord. Bon, dis-moi, il y en a pléthore de critères à prendre, hein. C'est vraiment une analyse très fine. Ce ne sont que les 6 premières. C'est ça. Je te laisse enchaîner sur les autres, Nadim. Oui, oui. Donc, il y a également, donc, on en a un tout petit peu parlé, la forme du moment du buteur. Donc, parce que les buteurs, c'est un peu comme les formes des équipes, mais je dirais que c'est encore plus prononcé puisque l'aspect psychologique est concentré sur une seule personne au lieu d'être lissé sur l'ensemble des joueurs. Donc, il y a des buteurs qui sont en forme par période. Il y a eu Jonathan David l'an dernier qui a enchaîné les buts match après match et qui a connu une période de méforme plus récemment. Donc voilà, surveiller la forme du buteur. Moi, en général, je regarde les buteurs qui ont marqué lors des 5 derniers matchs. S'ils ont marqué 3 fois sur les 5 derniers matchs, c'est déjà un très très bon signe.
Donc, la forme est importante, c'est la confiance. Il y a beaucoup d'aspects psychologiques, surtout dans la finition du jeu et donc dans la concrétisation d'un but. Beaucoup d'aspects psychologiques et la forme du moment est liée à cela. Il y a le style de jeu de l'équipe qui est aussi très important parce que si vous avez une équipe ultra offensive et qui cherche à marquer le plus de buts possible, quitte à en encaisser un ou deux, je pense notamment aux équipes allemandes qui vraiment ne s'arrêtent jamais de jouer, qui préfèrent même gagner 5 buts à 2 que 2 buts à 0. Donc, si vous avez des équipes ultra offensives, ça va être un gros avantage puisqu'il y aura plus de buts pour l'équipe de votre buteur et donc, a fortiori, des probabilités plus grandes de passer votre prono buteur. Et à Ouais, contrario, ça me fait oui, penser, Nadim, je t'interromps, mais ça me fait penser à l'Atlético Madrid d'il y a 4, 5, 6 ans et de l'Atlético Madrid de maintenant. On peut imaginer que les cotes ont évolué en fonction aussi justement du changement de stratégie de Diego Simeone. tout à fait. Donc, c'est l'exemple parfait puisque c'est pendant 12 ans ou 10 ans Mm. de El Cholo, l'Atlético de Madrid gagnait, quand il gagnait ses matchs, il Ouais. gagnait un but à 1-0. zéro et dans le meilleur des cas, 2 buts à zéro. Et maintenant, c'est devenu une équipe plutôt offensive comme le Real et le Barça à son prime. Donc, les cotes ont un peu évolué, mais pas tant que ça, je dirais. C'est un peu un aspect surprenant, c'est que les books ne tiennent pas trop compte de cet aspect nombre de buts de l'équipe. Ils vont D'accord. plutôt prendre en compte le fait que l'équipe est bien classée. C'est-à-dire qu'en général, une équipe qui est top 3 dans un championnat, ses buteurs seront un peu moins bien cotés, peu importe qu'elle marque beaucoup ou peu de buts. Ça je l'ai constaté. Mais effectivement, le style de jeu de l'équipe, plus l'équipe est offensive, mieux c'est Mm. pour vos paris. Vous aurez plus de chances de passer vos buteurs. Et donc, le corollaire de ce style de jeu, c'est un peu le niveau de l'équipe affrontée. C'est peut-être une lapalissade, mais voilà, Mhm. je préfère jouer un PSG qui affronte une équipe de bas de tableau que un PSG qui va affronter l'OGC Nice, qui est réputé pour sa défense et qui est bien classé actuellement Mais au forcément, la classement cote sera de impactée. Ligue 1. Mm. Oui, la cote sera impactée, mais tout de même, pas tant que ça, je dirais. Comme il y a, en fait, justement, comme il y a au moins 12 critères qu'on vous présente et sûrement bien plus dans Mhm. les faits, la cote n'est pas doublée pour autant, puisqu'il y a tellement de critères que chaque critère ne contribue que partiellement à la cote. D'accord. Donc, ça peut changer de 0,10 ou de 0,20 sur une cote à 2,50, mais pas plus que cela. Ok. Donc le niveau de l'équipe affrontée, alors le niveau de l'équipe affrontée, si c'est vraiment une équipe très faible, ça va influencer plus fortement, mais chaque critère est un peu lissé dans l'établissement des cotes, parce qu'ils ne vont pas aller d'une extrême à l'autre non plus Mm. les coteurs. Donc, il y a l'intérêt à marquer le plus de buts qui va également avec le style de jeu de l'équipe. C'est si vous pouvez avoir un intérêt dans un match aller-retour de Champions League à marquer le plus de buts possible sur le match aller ou le match retour, justement pour avoir le goal average favorable. Vous avez perdu 2-0 à l'aller, eh ben, il faut vous en marquer au moins 3 au retour. Donc, le parieur sait déjà que l'équipe sur laquelle il va jouer doit en marquer 3. Ça ne veut pas dire qu'elle va en marquer 3, mais ça quand même, ça lui démontre que psychologiquement, il rentre sur le terrain pour en marquer 3 minimum. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte lorsque c'est des matchs de Champions League, par exemple. Après, il y a d'autres critères comme la motivation, et j'ai mis motivation et réussite, mais c'est surtout motivation. Il peut y avoir des motivations particulières dans certains matchs, des buteurs qui affrontent leur ancien club, ou alors des Mhm. derbies sous haute tension où les joueurs vont encore plus être motivés pour marquer des buts face à leur adversaire et justement en mettre le plus possible et ne pas gérer à 1 ou 2-0, mais essayer d'humilier l'adversaire. Donc, ça peut être Mhm. également un critère, évidemment, un peu moins important que les autres, mais à prendre en compte. Et le dernier, alors c'est pas le dernier, mais il a été placé en dernier, c'est le principe de value bet dans les cotes. Alors, celui-là, il faut le rappeler, en fait, à chaque type de pari et à chaque pari que vous placez, il faut essayer de vérifier si votre pari est une value bet. Alors, la value, on va un peu rappeler, c'est est-ce que je pense que la cote qui m'est proposée est meilleure que la probabilité Mhm. d'occurrence du pari. Donc, si je vais prendre un exemple avec Mbappé, ça va être simple à comprendre pour tout le monde. Si on me propose dans un PSG Real Mbappé buteur à 1,30, ça va pas vraiment être une value.
Si pour ce même PSG Real, on propose un Mbappé coté à 5 en buteur, donc c'est le même pari, mais la cote passe de 1,30 à 5. Côté à 5, ça devient une grosse value. J'ai vraiment forcé le trait pour qu'on comprenne bien, mais il faut comparer la cote par rapport à l'estimation qu'on se fait de la probabilité du résultat. Ok. Bon, on peut rappeler qu'il y a un article donc, sur le site qui sera mis, le lien sera mis également dans la description. Vous pouvez retrouver donc cet article sur les cotes et les value bets. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter encore sur les value. Non, c'est déjà pas mal, hein. Et l'article le développe un peu plus en profondeur. Et puis, si vous avez des petites remarques sur les values, toujours dans les commentaires, ça nous fera plaisir. Ok, merci. Allez, maintenant on va passer aux aspects réglementaires et je sais qu'on a énormément de questions, voire de réclamations, d'incompréhension également, hein, de membres qui nous posent un tas de questions. Et donc, Nadim, tu vas nous rappeler les principaux aspects réglementaires avec les joueurs titulaires remplaçants, les cas de blessure, les cas d'expulsion, les cas d'annulation. Je te laisse développer tout ça. Oui, alors là, on va parler des aspects réglementaires d'une manière générale et après, on parlera des spécificités sur certains types de paris. Mais la règle générale, c'est que dès lors que le joueur rentre sur la pelouse à n'importe quel moment du match pour un pari qui porte sur le temps réglementaire, donc pour le buteur sur le match, dès lors qu'il est rentré sur la pelouse, le pari va être comptabilisé par le bookmaker. Donc même si le joueur venait à rentrer durant la dernière minute du temps additionnel et qu'il ne jouait que 30 secondes ou une minute, les bookmakers vont comptabiliser le pari. Alors, c'est Bon, il y une a de quoi règle. rager, il y a de quoi rager un peu, quoi. Ah oui, c'est une règle extrême, très très rageante. On a essayé de faire bouger les choses, mais c'est quasiment impossible, hein. On est tombé face à des murs. Mais aujourd'hui, quand vous prenez un joueur, dès lors qu'il rentre, il va être comptabilisé. Et donc, d'où l'importance de choisir vraiment des joueurs titulaires et d'éviter les remplaçants, donc d'attendre la connaissance des compos. Alors, c'est pas toujours possible, soit parce que vous jouez en point de vente et que les matchs sont parfois à 22h30 et que votre bureau de tabac en Espagne, ils sont à 22h30 par exemple, et votre bureau de tabac ferme à 20h. Soit vous avez envie de faire un gros coup avec un combiné, et évidemment, dans ce cas-là, toutes les équipes ne jouent pas à la même heure. Donc, c'est un risque qu'il faut parfois prendre, mais il faut connaître le côté réglementaire là-dessus. C'est très défavorable par rapport aux parieurs, mais voilà, il faut s'adapter à cela et essayer vraiment d'attendre les compositions. Ou alors, vous êtes sûr, évidemment, je vais reciter Mbappé parce que ça parle à tout le monde. Vous êtes sûr qu'un Mbappé ne va pas être remplaçant, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, bien évidemment, sur ce critère de titulaire ou de remplaçant. Donc, pour qu'il soit annulé, du coup, pour que votre pari soit annulé, il faut que le joueur ne joue pas du tout sur la rencontre, ne soit jamais rentré sur la pelouse. C'est la seule condition, quasiment la seule condition qui fait qu'il est annulé. Bon, parfois, Donc, il y a le bookmaker qui peut faire une petite fleur aussi sur certains cas. oui, alors ça peut arriver des gestes commerciaux. Alors au début, c'était des gestes commerciaux et certains bookmakers ont généralisé, notamment, alors c'est le cas de la blessure, la blessure uniquement en première mi-temps. Si votre joueur se blesse en première mi-temps, donc avant que la mi-temps soit sifflée, et qu'il est remplacé durant cette première mi-temps, il y a des bookmakers qui remplacent systématiquement pour les top championnats, qui remboursent systématiquement le joueur en question. D'autres bookmakers qui ont une liste de joueurs préétablis qui vont rembourser si ces joueurs se blessent en première mi-temps. Donc, heureusement, les bookmakers ont essayé de faire des petits efforts dans certains cas pour les blessures en première mi-temps, mais ce n'est pas toujours le cas. Et pour tous les championnats exotiques, c'est jamais le cas, je dirais. Et puis, certains Ouais, bookmakers. c'est un peu compliqué comme décision, parce que commercialement, c'est l'image que va renvoyer le bookmaker. Ça peut irriter pas mal de parieurs. Si un tel rembourse, l'autre ne rembourse pas, il peut y avoir aussi des petites navigations comme ça. Tiens, je vais m'inscrire chez un tel parce qu'il est plus souple sur le pari buteur. C'est très important commercialement. Tout à fait, c'est très très important. Je ne sais pas pourquoi c'est pas généralisé comme pratique. Je pense pas que les bookmakers y perdent énormément. Donc voilà pour le règlement, au moins c'est dit, il n'y a que le cas de blessure qui peut vous rembourser. Alors il y a le cas de l'expulsion, même l'expulsion en première mi-temps, on reçoit beaucoup de messages là-dessus, mais l'expulsion elle est due au fait du joueur, alors qu'on peut considérer que la blessure c'est une sorte de coup du sort pour le joueur, surtout s'il a été taclé. L'expulsion c'est qu'il s'est énervé, qu'il a fait un geste dangereux, et dans ces cas-là, c'est jamais remboursé par personne, aucun bookmaker. Donc l'expulsion ne rentre pas dans les cas d'annulation. Et juste pour préciser, mais on le reprendra plus tard, il faut que le joueur donc soit rentré sur la pelouse
durant la période concernée par le pari. Donc, si c'est un pari buteur classique, ça c'est l'ensemble, l'intégralité du match, le temps réglementaire. Si vous jouez un pari sur un buteur en première mi-temps, ça ne va concerner que la première mi-temps, bien évidemment. Si votre joueur ne rentre qu'en deuxième mi-temps, le pari va être remboursé pour un pari mi-temps. Ok. C'est bon pour cette slide? C'est ok, tout à fait. Parfait. On va enchaîner, si toutefois je parviens à changer de slide. Voilà. Les paris buteurs, tu vas nous parler maintenant des variantes et des spécificités, justement, toujours de ce fameux pari buteur. Oui, donc il n'y a pas que le pari buteur qui a été créé par les bookmakers. Au début, avec le pari que le pari buteur, pardon. Puis il y a eu énormément de déclinaisons, de variantes, justement pour satisfaire le plus grand nombre et surtout pour essayer de proposer de très très grosses cotes. Donc on va voir les principales variantes, leurs avantages, leurs inconvénients, et puis également insister sur certains aspects réglementaires spécifiques. Donc il y en a déjà pas mal sur le pari buteur en lui-même, et puis sur d'autres paris, on va voir qu'il y a encore plus de spécificités à connaître. Bien, bon, donc on enchaîne tout de suite avec le buteur mi-temps, par exemple. Tout à fait. Donc le buteur mi-temps, c'est une des déclinaisons les plus connues. Donc là, au lieu de parier sur un but de votre joueur sur l'ensemble du match, il faut que votre joueur marque en première mi-temps. Alors, pour exemple, on vous a montré ici, toujours sur le match Marseille-Lyon. Donc Aubameyang, il était coté à 2,45 pour un but dans le match. Et pour un but en première mi-temps, il est coté à 4,25. Donc la cote est bien plus intéressante pour parier sur un but en première mi-temps. C'est un peu logique puisqu'il aura potentiellement 2 fois moins de temps de jeu. Donc la cote est forcément meilleure. D'accord, mais alors, question un peu néophyte, pourquoi la cote n'est pas 2 fois supérieure? Parce que j'imagine qu'il y a le temps additionnel qui va rentrer en ligne de compte aussi. Oui, alors là, les cotes, c'est un peu spécial parce que quand on voit une cote, on fait 2,45 fois 2, 4,90, mais en fait, il faut aussi regarder le bénéfice lié à la cote. Et le bénéfice, c'est 1,45 pour une cote de 2,45 et 3,25 pour la cote de 4,25. Donc, il est même supérieur au double au niveau du bénéfice. Et juste en première mi-temps, alors la difficulté, c'est que souvent, il y a plus de buts dans les stats marqués en deuxième mi-temps parce que justement en première mi-temps, les défenses adverses, les défenseurs ne sont pas fatigués et la fatigue aidant, ils vont plus concéder des buts en deuxième mi-temps. Donc en général, même la cote est meilleure que le double de la cote sur le match si on enlève le 1 qui est la mise du joueur. Donc la cote non seulement sera bien meilleure en première mi-temps, mais il y a certaines garanties qui sont intéressantes avec le pari mi-temps. On parlait de l'aspect titulaire ou non. Si vous jouez un combiné sur plusieurs matchs, vous n'avez presque pas à vous soucier du fait que le joueur sera titulaire ou pas pour le pari mi-temps, parce que si jamais il n'est pas titulaire, c'est improbable qu'il rentre en jeu en première mi-temps, donc sauf la blessure d'un coéquipier qui viendrait remplacer. Dans 99% des cas, il ne rentrera pas en première mi-temps, et de ce fait, le pari mi-temps sera remboursé dans votre combiné ou même dans votre pari simple. Donc, vous ne prenez pas vraiment beaucoup de risques à ne pas connaître les compos avec ce pari mi-temps. Donc, ça, c'est quand même le principal avantage. Ensuite, si votre joueur est bien titulaire, il va jouer l'intégralité de la mi-temps. Donc, votre pari, votre cote correspond bien à l'intégralité de la période du pari. Alors que si vous jouez sur un match, un buteur, et qui sort à la 60e minute, en gros, il n'aura joué que 2 tiers de la période et vous aurez eu une cote qui ne reflète pas exactement le temps de jeu. Donc ici, la cote reflètera exactement son temps de jeu et on est vraiment dans le concept de value bet si vous choisissez le bon joueur. Alors justement, Nadim, est-ce que les cotes buteurs en live évoluent en fonction du temps qui passe, des événements? Est-ce que les bookmakers cotent ça en live? Tout à fait, oui. En live, il y a aussi des paris en live. Et effectivement, moins il y a de temps de jeu qui reste, plus la cote des buteurs augmente, effectivement. Tout à fait. Ça évolue en live. Et donc, juste le dernier point réglementaire sur le but en mi-temps, le but en mi-temps, c'est que les bookmakers qui remboursent les blessures en première mi-temps pour le pari sur le temps réglementaire remboursent également le buteur mi-temps. Donc là, vous n'avez que des avantages à jouer le buteur mi-temps. Ok, merci à toi. On enchaîne avec le pari premier buteur, Nadim. Oui, alors premier buteur, comme son nom l'indique, alors oui et non, il s'agit de trouver le premier buteur d'un match. Donc là, vous n'avez qu'un seul bon choix possible. Contrairement aux autres paris buteurs, j'ai oublié de le rappeler, c'est qu'il peut y avoir 5 ou 6 buteurs dans un match. Il y a eu 5 ou 6 buteurs différents. Donc,
Plusieurs choix peuvent être corrects, alors qu'ici, premier buteur, un seul choix sera correct et pas plus qu'un choix. Donc, la cote forcément sera meilleure. Ici, on voit que Aubameyang est coté à 5 alors qu'il était qu'à 2,45 sur le match parce qu'il faut vraiment trouver le premier buteur du match. Ça limite les chances du parieur. Alors, un point réglementaire très important ici, il faut que… Alors, le bookmaker rembourse si votre joueur rentre après la minute du premier but. Donc, on va prendre un exemple. Le premier but est marqué à la 60e minute de jeu. Votre joueur rentre à la 65e minute de jeu. Il est remboursé en premier buteur parce qu'il ne peut pas avoir marqué le premier but, il n'était pas là. Par contre, s'il était là, même s'il sort à la mi-temps et que le but est marqué à la 60e minute, il a joué avant ce premier but, donc ça va être comptabilisé et le pari sera perdant. Et encore un cas particulier, c'est que même s'il y a un 0-0, donc pas de but, bah, votre pari premier buteur est perdant, puisque même s'il n'y a pas eu de but, c'est considéré comme perdant. Il fallait choisir pas de but dans le match. D'accord. Et dernier point, et là, on est sur le cas des buts contre son camp. Si le premier but est un CSC, il ne sera pas comptabilisé comme premier buteur. Évidemment, on ne compte pas les CSC, mais c'est surtout le but suivant qui sera pris en compte comme le premier buteur. Et dans des cas extrêmes, si vous avez les 2 ou les 3 premiers buts qui sont des contre son camp, ça peut être que le 3e ou le 4e but qui désignera le premier buteur. Donc, c'est un cas quand même assez particulier. Ouais, c'est très complexe quand même, hein. Heureusement qu'on fait cette vidéo pour éclairer la lanterne de tous les parieurs, hein, parce que même moi qui suis dedans, et je suis pas le seul, c'est quand même très très, je trouve complexe, quoi. Il faut intégrer tous les cas de figure. On enchaîne avec le buteur 2 ou plus, 3 ou plus, etc. Oui, tout à fait. 2 ou plus, 3 ou plus simplement doublé et triplé, mais ils sont intitulés comme 2 ou plus pour lever justement l'ambiguïté. C'est-à-dire quand vous jouez un doublé, à partir du moment où votre joueur marque 2 buts ou plus, il va être comptabilisé comme correct. Donc on ne parle pas d'un nombre de buts exact, c'est toujours supérieur à un seuil. Tout comme le pari buteur, c'est au moins un but s'il en marque 2 ou 3. Évidemment, le pari buteur est correct. Donc là, le pari 2 ou plus et 3 ou plus, l'intérêt, c'est que la cote va commencer à s'envoler littéralement. Les doublés, en général, hormis top players, ils sont aux alentours de 10. Et les triplés sont aux alentours de 40, peuvent même atteindre les 100, même pour certains bons attaquants. Donc les cotes s'envolent, mais évidemment, on ne peut pas faire de ces paris des paris principaux. C'est plutôt des paris à jouer en fun, donc en fun avec des petites mises, ou pourquoi pas pour espérer la culbute. Mais c'est à tenter parce que des fois, il y a des joueurs comme ça qui marquent peu, et puis sur un match, ils vont mettre un doublé, voire un triplé. Tu dois te souvenir d'un certain match de demi-finale de Coupe du Monde, je pense, Raph, par exemple. Avec Marcus, un certain Marcus en 98 qui n'avait pas marqué. Et… Vas-y, non, je l'ai pas là. Marcus Thuram, non pas Ah oui, Marcus, Lignan, pardon. ah oui, Pardon, oui, pardon, oui, Lignan. d'accord. Non, je me suis. Lignan, oui. Ah oui, alors là, c'était complètement improbable. Mais toi, à titre perso, est-ce que tu as une anecdote sur un triplé, une grosse cote que tu as déjà passé, comme ça ou… Alors, j'en ai une que j'ai passée, c'était Beth Mead contre la Norvège, c'était une féminine et j'avais Ah pris, oui, c'était le choc en l'Euro 2022 féminin. Je l'avais prise en meilleure buteuse de la compétition et je contre la Norvège, alors c'était un gros choc, elle était cotée à 80 pour le triplé. C'est mon plus gros coup aujourd'hui sur un triplé, c'est sur une féminine. Donc, ils avaient gagné 7-1, les Anglaises avaient gagné 7-1 ou 8 quelque chose. Et Besmid avait mis un triplé, effectivement. ah, côté à 80, joli, hein. Bravo, bravo. Allez, on enchaîne avec, toujours, bien sûr, les paris buteurs qui est le fil conducteur de cette émission. On va parler des doubles chances buteurs, triple chance buteur. Oui, tout à fait. Donc là, on va plutôt parler de double chance. On va choisir deux joueurs et triple chance, on va en choisir trois. Et là, il faut qu'au moins l'un des deux joueurs marque un but. Alors, l'effet là-dessus, l'effet sur vos cotes, c'est que ça va forcément baisser la cote parce que vous doublez vos chances, un peu comme le nom double chance, vous doublez vos chances de réussite. Donc là, si on prend Aubameyang ou Vitinha, ils sont cotés à 1,60 et au moins l'un des deux doit marquer pour que le pari soit correct. Alors là, je vais encore parler de règlement, Raph, parce que ça se corse encore un peu, parce que même si l'un des deux joueurs ne joue pas du tout de la rencontre, du moment que l'autre soit titulaire ou Ah oui, rentre même en jeu, le pari va être comptabilisé. Donc là, on peut encore être c'est dans un étrange. cas plus Ouais, c'est extrême que étrange. le buteur. Et oui,
Vous pouvez avoir un joueur qui ne joue pas du tout et le deuxième qui rentre à la 90e minute et ça va être comptabilisé. En fait, le bookmaker et ce pari part du principe que dès lors qu'il y en a un des deux qui a joué, vous pouvez passer votre pari. Et en fait, les Oui, bookmakers ne vont annuler, on va le voir plus tard, que quand on ne peut pas passer son pari parce que c'était impossible, les joueurs n'ont pas joué, donc c'était impossible de le passer. Dans tous les autres cas où il y a une infime chance de passer le pari, le bookmaker valide. Donc c'est vraiment au détriment du joueur parce que rien ne va clairement. dans le sens du joueur dans la réglementation de ce pari qui reste malgré tout intéressant. D'où l'importance de savoir tout ça justement avant de vous engager dans ce type de pari. On enchaîne Et avec donc, les... Oui, pardon, excuse Raph, et donc, je t'en oui, prie. donc il y a deux choix, deux stratégies possibles ici dans vos doubles chances. Soit vous choisissez deux joueurs d'une même équipe. Alors ça peut être intéressant parce qu'il y a des équipes où il y a des doublettes offensives et qui se partagent les buts. Par exemple, l'Atlético de Madrid qu'on a cité cette année, il y a Griezmann et Morata qui se partagent quasiment tous les buts de l'attaque. Il y a la paire Giroud-Leao également au Milan AC qui est intéressante. La paire Lukaku-Dybala à l'AS Roma. Donc, si vous prenez des doublettes d'une même équipe, ça peut être intéressant. Et il y a une autre stratégie possible qui est de se dire, il y a un match entre deux équipes de même valeur, il y a deux très bons numéros 9 et je vais prendre une double chance. L'attaquant de l'une ou de l'autre équipe va marquer un but. Donc, ça, c'est deux stratégies possibles. Soit vous mettez vos œufs dans la même équipe, soit vous les partagez entre les deux équipes. Ok, très bien. Merci. On enchaîne avec cette fois-ci les paris buteurs. Buteurs 2 ou plus. Non, c'est pas le bon slide, pardon. Les combinés buteurs, pardonnez-moi. Oui, les combinés buteurs, donc la double chance, c'était l'un ou l'autre, et dans le combiné, c'est l'un et l'autre. Et Ça, l'autre. vous l'aurez déduit. Donc, il faut que chaque joueur marque au moins un but pour que le pari passe. Et encore une fois, ce qui est intéressant ici, c'est la cote qui va être améliorée par rapport au pari buteur, puisqu'il faut en Mhm. trouver deux. On est un peu en dessous d'un doublé d'un des deux joueurs. Donc ici, Obama et Vitinha sont cotés à 6,50 pour le combiné. Donc ça reste très intéressant. Et même approche que pour le pari double chance, vous pouvez prendre soit deux joueurs d'une même équipe ou justement un joueur de chaque équipe. C'est à vous de choisir. Et pour l'aspect réglementaire, cette fois-ci, il faut que les deux joueurs jouent. Alors quand on dit joue, c'est au minimum quelques secondes de jeu. Donc il faut plutôt choisir des titulaires, évidemment, si vous pouvez, pour ne Mhm. pas vous faire avoir si l'un des deux est titulaire et l'autre rentre en cours de route. Alors, un titu et un remplaçant qui rentre en jeu, c'est comptabilisé. Si les deux sont remplaçants, Si les deux sont remplaçants et qu'au moins l'un des deux joue, ah non, il faut que les deux jouent. Il faut que les deux jouent, mais s'il y en a un qui ne joue pas du tout, là, c'est hein, remboursé. Donc la d'accord. règle, c'est au moins l'un des deux ne joue pas du tout du match, parce que vous ne pouvez pas le passer, votre pari. Ok, très bien. Merci. On enchaîne avec le duo, trio, marque au moins 1,5, 2,5 buts, etc. Ouais, alors ici, c'est une autre variante. Au lieu de prendre le combiné de deux joueurs ou de trois joueurs, on va prendre la somme totale des buts marqués par la sélection de joueurs. Donc, dans un duo, la somme totale marquée par deux joueurs. Et il y a des seuils qui sont proposés. Le seuil de 1,5, c'est-à-dire que les deux joueurs doivent marquer plus de deux buts à eux deux. Il y a aussi le seuil de 2,5. Les deux joueurs doivent marquer trois buts au moins. Et puis, il y a des seuils également supérieurs. Souvent, chez les bookmakers, c'est proposé jusqu'à plus de 3-5 buts d'une doublette ou d'une triplette. Donc ici, pour exemple, on a le duo Aubameyang-Vitinha marque plus de 1,5 buts, c'est coté à 3,70. On voit que ça ne va pas aussi haut qu'un doublé ou qu'un combiné. C'est normal parce qu'il y a plus de Mhm. possibilités de passer son pari. Il y a 4 possibilités de passer son pari ici. Ouais, c'est Soit ça. Aubameyang met un doublé et vous avez au Hein, moins les deux buts pour les deux joueurs. Soit Vitinha met un doublé et ça passe également. Soit l'un et l'autre mettent un but et donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc en fait, il y a 3 possibilités de passer son but. J'avais compté les deux sens des deux buteurs. Mais voilà, vous avez plus de possibilités de passer votre pari, donc la cote est forcément moins haute. Et d'accord. donc, Donc, pour les annulations, mhm. si au moins un des deux joueurs joue, le pari va être comptabilisé, même si on prend la somme de deux buteurs. Dès lors qu'il y en a un qui joue, le bookmaker justement se dit le joueur qui a joué peut marquer un doublé, donc votre Ouais. pari peut passer malgré le fait que l'autre ne soit pas là. Ouais, Donc c'est c'est quand encore même une fois encore en, très en injuste. défaveur. Hein. C'est quand même encore en Oui, encore défaveur une du pari. fois. Hein. Ok, donc c'est bon à savoir. Merci pour toutes ces précisions, Nadim. Et c'est pas terminé. On enchaîne avec le but sur penalty de la tête.
ou sur coup franc direct du joueur que vous avez sélectionné. Oui, donc là, si vous voulez encore plus jouer au devin, donc c'est déjà difficile de trouver un buteur dans un match. Si vous voulez trouver la manière dont le but sera marqué, vous pouvez le faire. Donc il y a trois options dans le pari qui est mis à l'écran, trois options supplémentaires de type de but. Donc le but sur penalty, comme son nom l'indique, il faut que le joueur marque sur penalty. Donc là, il faut évidemment s'assurer que ce soit le tireur de penalty de l'équipe, parce que si c'est le numéro 2, vous allez perdre votre pari bêtement. Et justement, sur le but sur penalty, il faut faire un exercice qui est de comparer, tu en avais parlé un peu précédemment, Raph, dans une remarque, il faut comparer la cote du but sur penalty de votre joueur de la cote de son équipe qui marque un penalty. Parce que là, on vous a mis à l'écran les deux paris. Donc, Aubameyang qui marque un penalty, c'est coté à 4,75. Et quand on regarde le pari pour que Marseille marque au moins un penalty, c'est également à 4,75. Donc là, vous avez exactement la même cote. Et dans le cas Marseille marque un penalty, ça va couvrir plus de cas qu'Aubameyang marque un penalty. Par exemple, Aubameyang peut sortir à la 70e minute et peut y avoir un penalty après, ou tout simplement, il peut être victime de la faute et laisser le penalty à un autre joueur. Donc, vous avez tout intérêt à toujours comparer les cotes et à prendre le pari qui couvre le plus de cas de figure possible. Donc là, il serait très bête de prendre Aubame qui marque sur penalty alors que vous avez la même cote juste à côté dans un autre pari. Est-ce que, Également, est-ce que l'appli Pronosoft fait une suggestion là-dessus ou pas, David? alors, sur ce cas particulier, non, mais sur d'autres équivalences comme les 0-0 et les plus ou moins buts, elle le fait. Ici, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas une équivalence exacte. Mais on pourrait programmer quelque chose, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Ok. Et donc, il y a deux autres façons de marquer des buts qui sont proposées par les bookmakers. Hein. Il n'y a pas le but de la main, hein, ça n'existe plus. Il y a le but de la tête. Donc, le but de la tête, ça peut être intéressant pour des joueurs réputés très très forts dans ce domaine. Donc, je pense à Luc de Jong. Je ne sais pas si tu en as d'autres en tête, Raph, peut-être. Giroud. Oui, Giroud, excellent joueur de tête. Il y a, bon, au moment où on enregistre, il y a Lacan, il y a Youssef En-Nesyri qui excelle dans ce domaine. Et puis Harry Kane, Lewandowski, quand ils étaient, enfin Lewandowski à son prime, c'est des joueurs où on peut tenter les buts de la tête. Même Erling Haaland est bon de la tête également, évidemment, avec son gabarit. Enfin voilà, à vous de regarder si le joueur est un bon joueur de tête, évidemment si c'est un grand joueur, pour choisir ce pari. Et en dernier lieu, on en a également légèrement parlé précédemment, le coup franc direct. Alors ça, je l'ai jamais tenté ce pari. Je ne sais pas si vous le tentez. Je l'aurais tenté si c'était proposé il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Avec Juninho. Évidemment, pour notre lyonnais Juninho, mais aujourd'hui, je ne le tente plus. Ok, on enchaîne avec le but par quart d'heure de jeu. Oui, alors là, on a beaucoup de déclinaisons et toujours dans le but d'augmenter les cotes, les bookmakers ont divisé chaque mi-temps en 3 quarts d'heure. Et évidemment, le dernier quart d'heure de chaque mi-temps, il peut durer plus que 15 minutes puisqu'il y a le temps additionnel. Donc, c'est toujours temps additionnel compris. Et on peut voir d'ailleurs que le temps additionnel des mi-temps du dernier quart d'heure est inclus puisque la cote est inférieure pour le dernier quart d'heure de la première mi-temps et encore plus inférieure pour le dernier quart d'heure de la deuxième mi-temps puisque des fois on a des temps additionnels qui peuvent dépasser les 5 minutes ou même les 9-10 minutes en ce moment en Angleterre. Donc là, il faut trouver le quart d'heure où votre joueur marque. Alors moi, je n'ai pas de truc pour cela. Je trouve que c'est quand même un peu joué au devin. Par contre, il y a quelque chose qui peut être intéressant en stratégie, c'est de choisir un remplaçant. Et oui, je dis bien de choisir un remplaçant qui marque dans les derniers quarts d'heure. Parce que justement, les cotes ne sont pas forcément ajustées par rapport au fait que c'est un remplaçant ou pas. Donc, la fraîcheur du joueur. Tout à fait. Et s'il est remplaçant, vous voyez qu'il est remplaçant et qu'il risque de rentrer en cours de match, moi, ce que je fais, c'est que je prends les 2 derniers quarts d'heure de jeu, donc 60e à 75e et 75e à la fin de match. Et comme ça, j'ai 2 paris très, très bien cotés. Donc, ici, pour Vitinha, c'est 2 très, très grosses cotes. On prend les 2. Si jamais il ne rentre pas du tout en jeu, le joueur, vos 2 paris sur les quarts d'heure sont remboursés. S'il rentre que dans le dernier quart d'heure, le deuxième quart d'heure de la deuxième mi-temps est remboursé et le dernier est validé. Et s'il est rentré avant, les 2 paris sont validés et il peut très bien marquer dans l'un de ces 2 quarts d'heure et même mettre un but par quart d'heure. Donc voilà, c'était un peu peut-être long comme explication, mais ça peut se tenter pour les remplaçants.
Bon, dis-moi un truc. Sur le chrono, on a souvent la question. Par exemple, tu parles de la 15e minute. Quel est le chrono qui fait foi à la validation d'un pari, justement? Oui, alors le chrono qui fait foi, ça va être le temps officiel de la fédération qu'on peut en général voir sur les images télé. Donc il faut Uhum. voir ce que les fédérations vont valider. Mais il y a quand même une grosse particularité. Alors c'est pas une particularité, c'est quelque chose à savoir dans le langage même français. C'est que quand on parle, parce qu'on a beaucoup de questions qui reviennent là-dessus sur notre contact, même quasiment toutes les semaines. Uhum. Quand on parle de la 15e minute en langue française, la 15e minute, ça va de 14h00 à 14h59. Donc, quand on parle de 15e minute, il n'y a pas le Le chiffre 15. 15 Oui. d'indiqué à l'écran sur le chrono. On fait À 15, on est toujours dans la moins. 16e minute, c'est ça? Exactement. Hmm. Quand on est à 15-01, on est dans la 16e minute. Donc, si votre but est marqué, si le buteur marqué à la 15, à 15 2.10, c'est la 16e minute et c'est pas le premier quart d'heure. C'est Donc, ça. c'est important de le préciser parce que vu le nombre de remarques qu'on a à ce sujet, il Hmm. fallait le rappeler. Donc, merci, Raph. Je t'en prie. On enchaîne avec le duel de buteurs. Oui, alors là, on est dans un pari un peu différent puisque on va pas jouer sur uniquement le fait que votre joueur marque des buts, mais il faut qu'il en marque plus qu'un autre joueur. Alors, il peut y avoir des duels de buteurs entre deux joueurs d'équipes opposées. Donc là, Marseille et Lyon, on voit Aubameyang contre Lacazette qui sont cotés à l'écran. Mais ça peut également être un duel au sein d'une même équipe avec deux buteurs de la même équipe. On aurait pu prendre le duel Aubameyang-Vitinha pour rester sur le même match. Et là, on est proche d'un pari 1 et 2 où chaque joueur est considéré comme une équipe et donc où il peut y avoir aussi le cas d'égalité que vous voyez à l'écran. Uhum. Donc, le cas d'égalité, c'est par exemple aucun des deux joueurs que vous choisissez ne marque de but. Ça équivaut à un 0-0 et donc il fallait cocher égalité. Ou alors chaque joueur marque un but et donc ça fait match nul entre les deux joueurs et donc égalité. Et puis sinon, évidemment, si Aubameyang marque un but et Lacazette n'en marque pas, le pari Aubameyang est gagnant et vice-versa. Ok, Donc, très bien. c'est comme un pari 1 et 2, donc trois issues possibles. Et là, encore un point de règlement, puisque les books ne font jamais rien de pareil. Ici, il faut bien que les deux joueurs soient titulaires. Et il y a une bonne raison à cela. C'est qu'en fait, si vous arriviez à jouer un titulaire contre un remplaçant, vous maximiserez vos chances de passer le pari, puisque Ouais. évidemment, si l'autre joueur ne joue que 10 minutes, vous avez plus de chances de le passer. Donc quand même, les books, ils ne sont pas si bêtes que ça. Quand ça peut tourner en leur défaveur, ils se protègent bien, mais dans les autres cas, ça les intéresse beaucoup moins. Ouais, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à redire là-dessus, mais bon, c'est pas l'objet de l'émission. On enchaîne avec toujours Paris buteur. Qui Oui, marquera le plus? Oui. oui. Et juste la dernière petite chose, c'est que dans le duel de buteurs, c'est qu'on est obligé d'attendre la fin du match. Il n'y a pas ce côté instantanéité Mhm. du gain, puisque l'autre joueur peut en marquer d'autres tant qu'il est sur la pelouse. Si vous avez pris Aubameyang, il marque un but, il faut attendre que Lacazette sorte de la rencontre ou que le match se termine. Donc moins de côté instantanéité ici du pari, puisque ça porte sur tout le temps réglementaire. Ouais, donc je le disais, le prochain, c'est qui marquera le plus? Alors, c'est exactement le même principe que le duel de buteur, sauf que là, c'est un joueur qui va être opposé à l'équipe adverse. Et donc, Mhm. ici, c'est forcément l'équipe adverse, puisque le joueur ne peut pas marquer plus de buts que sa propre équipe, c'est un non-sens. Donc, pour l'exemple, on a pris Aubameyang et l'équipe de Lyon, qui était cotée pour le match. Dans les faits, Aubameyang avait marqué un but et Lyon n'en avait pas marqué, donc le pari à bonne cote était passé. Mais on va prendre plusieurs cas de figure. Si l'OM gagne 2 buts à 1 et qu'Aubameyang met un seul but, dans Mhm. ce cas-là, il y a un match nul puisque Ouais. Aubameyang a marqué un but et Lyon a marqué un but. Ça fait un partout, donc match nul. Ouais, c'est Dans, un joueur contre une équipe entière, finalement. Exactement, c'est un jeu très dangereux, je dirais, et justement dans la stratégie de sélection des buteurs, il vaut mieux s'assurer que l'équipe où joue votre joueur a une très bonne défense et que l'équipe est adepte des clean sheets. Donc c'est quelque chose qu'on aurait fait avec l'Atlético de Madrid pour y revenir il y a quelques années, mais que je ne ferai plus aujourd'hui puisque ils font plutôt des 4-1, 4-2 récemment plutôt que des 1-0, 2-0. Donc voilà, et puis pour continuer dans les exemples, si l'OM avait gagné 2 buts à 1, pour que Aubameyang passe, il faut qu'Aubameyang marque un doublé, puisqu'avec un doublé, il a 2 buts, et Lyon n'en aurait qu'un, donc Aubameyang passerait, le pari passerait grâce au doublé d'Aubameyang. Et évidemment, avec 1-0 et un but d'Aubameyang, ça passe également.
OK, très bien. Ouais, donc effectivement, il faut analyser les équipes, les défenses, voir celles qui font des clean sheets. Enfin bref, c'est quand même, un pari encore une fois, risqué, mais là où il faut aller chercher l'information, quoi. Oui, et les cotes sont intéressantes. On est d'ailleurs dans les cotes, on retrouve toujours le niveau de difficulté à passer le pari. Ça, c'est quand même un truc que je Ouais, donne parce que des fois, il y a aussi des paris qui sont mal interprétés par des joueurs qui pensent que un pari pas de but sur un quart d'heure, c'est un pari pas de but sur le match. Mais quand vous ouais, voyez une cote très élevée et que vous vous dites ça va passer facilement, faut vous poser la question aussi du sens du pari que vous prenez. ouais, c'est ça. OK. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. On va terminer, cette émission, elle n'est pas encore terminée, mais on va la conclure avec les questions des membres, qu'on remercie au passage d'avoir joué le jeu et de nous avoir, posé ces questions. On va commencer avec la question numéro 1, qui est une question de Zico, qui nous demande la chose suivante: est-il plus intéressant de tenter des doublés de buteurs sur les championnats moins observés, par exemple Turquie, Chypre, etc., offrant des cotations correctes, car très désintéressés des parieurs en général? Ouais, donc merci Zico pour ta question et j'élargirai plus. Ça parle de doubler sur les buteurs. On peut tout simplement parler de buteurs tout court. C'est vrai que plus on va aller vers de l'exotique, moins on va aller sur des joueurs qui sont popularisés, meilleures seront les cotes. Parce que dans une cote, il y a un article sur le site qui explique comment les cotes sont faites. C'était l'exemple du Lance PSG. Les cotes, elles prennent deux choses en compte. Non seulement la probabilité qu'un événement se produise, mais aussi qu'est-ce que les joueurs vont jouer. Donc, les bookmakers ne vont pas prendre de risques financiers avec un joueur comme Mbappé. S'il vaut du 1,80 d'après leur cotation, mais qu'ils savent que 90% des joueurs vont le jouer buteur, le 1,80, il va passer à 1,50. Donc, vous n'aurez pas de value sur un Mbappé que tout le monde va jouer. Par contre, si vous trouvez des marchés de niche, la Chine, la Turquie, le Japon, tout ce qui est exotique, même un peu la Coupe d'Asie qui a lieu en ce moment, vous allez pouvoir trouver de très très belles perles et des values. Donc là, on est vraiment toujours dans le concept de value qu'on a rappelé tout à l'heure. Et effectivement, tu vas trouver plus de value dans ces championnats exotiques que dans un championnat très populaire, très suivi et également très suivi par les coteurs qui affinent au mieux leurs Mmh. cotes. Mmh. OK, merci à toi. Question numéro 2, c'est toujours une question de Zico et de Revan. Les bons buteurs ont toujours des cotes très faibles. N'est-il pas plus intéressant de jouer sur des buteurs de second rang en privilégiant ce pari quand on note la faiblesse de l'adversaire du jour ou le style de jeu débridé des équipes? Oui, tout à fait. Tout à fait, pardon. Oui, donc les buteurs de second rang, c'est effectivement, moi, je préfère toujours choisir un autre joueur que la star de l'équipe. Quand il y a Mhm. Erling Haaland à Manchester City, je prends toujours le Phil Foden ou Jack Grealish Ou Kevin ou De d'autres, Bruyne? ou De Bruyne puisqu'il vient de revenir, ou Julian Alvarez. Ils seront toujours beaucoup mieux cotés que la star de l'équipe. Et si justement c'est des matchs qui donnent beaucoup de buts, donc des styles de jeu débridés dont on a parlé tout à l'heure avec le style de jeu de l'équipe. A fortiori, je vais prendre ces buteurs de second rang, comme tu les as appelés. Ok. Deuxième question. Ne faut-il pas privilégier les buteurs avec une cote supérieure à 3 afin de rentrer dans ses frais sur les compos de départ? Entre parenthèses, il nous précise des favoris étant tous vraiment dégradés cotatistiquement et donc des sous-values notoires. Oui, c'est un peu ce que je disais avec Mbappé. Au lieu d'être à 1,80, il va être coté à 1,50. Je ne peux Hein. qu'abonder dans ton sens, Zico, là-dessus. Alors, 3, c'est bien élevé. Je dirais qu'à partir de 2,20, 2,30, c'est déjà bien. Mais effectivement, il y en a certains qui sont cotés à 3 ou plus. On est toujours dans le concept de value. Alors, quand même, il faut nuancer cela. C'est que le top buteur, bah, des fois, s'il y a un 3-0, c'est lui qui aura mis les 3 buts. Et donc, votre second buteur, ben, il aura pas marqué, mais effectivement, on n'est plus dans le principe de value ici. Surtout que des fois, on va se dire que l'équipe adverse va prendre au marquage avec deux ou trois joueurs, ils vont être sur le top buteur et ils vont justement un peu délaisser les autres joueurs. Donc, c'est une stratégie que j'applique en tout cas. Merci. Toujours une question de ce même Zico qu'on remercie encore grandement une nouvelle fois. Pourquoi ne pas surveiller les compos de tous les matchs et attendre des potentielles surprises sur la feuille de match afin de miser sur le buteur en simple, mi-temps ou doublé? Car de Calo Giorgi, de Frosinone
récemment ou bien de Yildiz de la Juventus de Turin, par exemple. On serait sûr de tenter une belle value en fin de compte, car on anticiperait sur les boucles. Alors, il y a tout de suite un truc qui me vient à l'esprit, Nadim, ça veut dire attendre le dernier moment, ça veut dire jouer en live, forcément. Je pense que même il veut dire les trois quarts d'heure ou l'heure qui précède, parce que la Voilà. compo officielle, elle est C'est publiée ça. en général une heure avant, donc pas forcément en live, mais juste avant. Et j'ai déjà appliqué cette stratégie. Justement, je vois les deux joueurs dont il parle, enfin, surtout celui de la Juve. Alors, il y a quand même une toute petite nuance, c'est qu'on peut presque prendre ce coup de poker avant la compo officielle, parce que les cotes vont quand même un peu baisser lorsqu'on a les compos, parce que justement tout le monde commence à placer sur ses buteurs et les bookmakers ajustent, mais elles ne baissent pas forcément de beaucoup, donc ça reste quand même des values. Ces joueurs pouvaient être cotés à 5. Il dit, je pense qu'il était à 5 en tant que buteur, alors qu'il était aligné avec la Juve. Il avait marqué pour le coup. Mais s'il était coté à 5 la veille, il va passer à 4,50 avec l'annonce de la compo. Ça reste une très très grosse value et je suis d'accord avec cette approche également. La question 4, c'est plus une remarque de Giosano qui nous parle un petit peu de ses critères et sur ceux principaux sur lesquels il s'attarde. Nadim, il va nous parler de compo, de la forme du buteur, etc. Oui, alors ce qui est bien, c'est que Giussano, tu reprends un peu les critères dont on a parlé. Alors il y a juste un critère qu'on n'a pas développé dans l'article, mais effectivement que j'applique, c'est y a-t-il beaucoup de buteurs différents ou non? Alors ça, c'est un critère qui est quand même assez important, je trouve, parce que vous avez des équipes, déjà les équipes qui ont une possession haute, avec beaucoup de joueurs qui montent, on en a parlé tout à l'heure avec les milieux offensifs, voire les latéraux, qui multiplient les possibilités de buteurs différents. Donc, il y a des équipes comme le PSG à possession haute ou même Man City où il y a peut-être, bon, hormis s'il y a Haaland à City, évidemment Mbappé au PSG, il y a quatre Hmm. cinq joueurs autour qui peuvent marquer sans problème. Donc, effectivement, c'est un critère à prendre en compte. Quand vous voulez jouer un buteur, il vaut mieux s'assurer qu'il y en a un maximum deux qui sont susceptibles de marquer. D'où les doubles chances dont on a parlé tout à l'heure avec Griezmann, Morata ou Dybala, Lukaku. Là, vous savez que c'est eux qui vont vraiment prendre 90% des buts de leur équipe. Et il y a des équipes où c'est beaucoup plus distribué de manière équitable entre quasiment tous les joueurs, même certains défenseurs. Et c'est un critère à prendre en compte, effectivement. Et toi, dans tes choix perso, Nadim, est-ce que tu dirais que c'est le type de pari, buteur, qui te prend le plus de temps en matière de réflexion ou il y a d'autres paris qui se valent également en matière vraiment d'analyse, de temps et de prise de décision? Disons, déjà, c'est un pari où il faut encore plus regarder les rencontres parce que, en général, quand on fait une analyse 1 et 2, on peut se contenter de l'historique. Enfin, se contenter, évidemment, Mhm. je force le trait, mais on peut regarder l'historique. Est-ce que l'équipe a gagné ses 5 derniers matchs? Est-ce qu'elle est en forme, etc. Mais là, le score, il ne va pas refléter ce qui s'est passé sur le terrain. Et même si votre joueur a marqué un but, est-ce qu'il a été chanceux? Est-ce qu'il a dévié une frappe? Est-ce que c'était des pénaltys? Il faut une analyse effectivement beaucoup plus fine et connaître les joueurs, bien connaître les styles de jeu de l'équipe, encore plus que dans un pari 1 et 2 où juste la victoire de l'équipe va compter. Alors, question dans la question, encore une fois à titre perso, est-ce que c'est le type de pari qui t'apporte le plus de satisfaction personnelle ou, encore une fois, les autres se valent également? Alors, je dirais qu'ils se valent. Ils se valent, mais pour passer une cote à 80 que j'ai citée, il n'y en a qu'une, hein, je vous rassure, j'aimerais bien. Sur du 1 et 2, une cote à 80, je n'ai jamais vu. C'est quasiment prendre du Gibraltar qui va Tard battre face à la l'équipe de France, ouais. France. Donc, Ouais. c'est quasiment une cote à 100, vous ne pouvez pas la passer sur du 1 et 2. Ça peut arriver une fois dans une vie, et puis je demande à voir l'analyse. Je répète, c'est des équipes comme Gibraltar ou San Marin qui vont s'imposer contre un top 20 de la FIFA. Alors que sur un triplé ou même des fois des quadruplés, vous pouvez Mhm. avoir un joueur en feu que vous sentez bien et ça va le faire. Donc pour prendre de très très grosses cotes, c'est le seul pari sur une rencontre qui permet de prendre de très très grosses cotes. Alors aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent de combiner plusieurs paris pour jouer au devin sur l'ensemble du match. Combien il y a eu de buts en première mi-temps? Est-ce que les deux équipes ont marqué? Et on combine tout ça pour avoir une grosse cote. Mais c'est quand même difficile de monter à des cotes supérieures à 100 sans prendre de triplé d'un joueur. Merci. Question, et ce sera la dernière, de Tonton 33 210, ou plutôt une remarque, ou peut-être une ambition qu'il a, c'est de tenir une stat sur l'efficacité des buteurs en ayant une préférence de terrain. Un buteur qui serait plus efficace à domicile qu'à l'extérieur, ou le contraire.
Pour l'efficacité sur penalty, c'est surtout dû en priorité face aux équipes faisant beaucoup de fautes dans la surface. J'ai en mémoire, nous dit-il, des Italiens spécialistes des petites fautes à 30 mètres du but sans conséquence. C'est vrai qu'il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de stats là-dessus. Ouais, alors il y a déjà la première partie donc sur la préférence domicile à l'extérieur. Des fois, on le note que certains joueurs marquent plus à domicile qu'à l'extérieur et vice versa. Mais moi, je ne suis pas spécialement ce type de forme. Ça finit par tourner, je pense. Mais effectivement, ça peut être plus être lié au style de jeu de l'équipe à domicile qui va plus se projeter vers l'avant, alors qu'à l'extérieur, c'est plus dur quand même de marquer des buts. Et après, pour les pénaltys, c'est normal, très judicieuse de voir les équipes qui commettent beaucoup de fautes dans la surface, les défenseurs qui sont maladroits. C'est effectivement un critère à prendre en compte. Et le dernier, qui est un peu lié au penalty, c'est le type d'arbitre ou le nom de l'arbitre. Est-ce que c'est un arbitre qui siffle facilement des fautes, voire des cartons rouges? Donc, ces aspects, oui, si tu es spécialisé là-dedans, pourquoi pas en tenir compte. Moi, je ne le fais pas trop. Bon, et ben super. Merci à toi pour cette émission. Elle était riche en contenu. Merci à vous pour votre attention. On vous rappelle qu'en description, vous avez plusieurs liens vous menant sur des articles très complets sur le site www.pronosoft.com et on vous incite également dans les commentaires à nous faire part de vos trucs et astuces, comme on dit, par rapport à la sélection des paris buteurs, puisqu'on en apprend tous les jours. Et on serait ravis de vous lire et de vous répondre. Nadine, merci pour cette émission très complète. Merci à toi, Raph. Merci à Seb à la technique et on espère que cette vidéo vous Merci, apportera Seb. toutes les réponses à vos questions. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission Prono Live. En attendant, passez une excellente journée. À très bientôt. Ciao. Bon prono.